Madame, monsieur, bonsoir. Industrie musicale au menu de questions d'actu ce soir. Et à la veille du démarrage de la saison des festivals, une question s'impose. Pourquoi ce secteur musical peine à s'industrialiser chez nous, ici au Maroc? Quelle que soit la couleur musicale, l'artiste doit accomplir les 12 travaux d'Hercule pour vivre, bien vivre de son art, off ou online d'ailleurs. Très connecté, pourtant, le Marocain consomme beaucoup de contenu musical numérique. Mais voilà, le Maroc ou l'artiste marocain ne tire pas vraiment profit de la distribution digitale de son art. Encore faut-il que le juridique suive. Selon la revue Statista, les revenus du streaming au Maroc devraient atteindre 14 millions de dollars en 2023. Question, combien gagne un artiste sur une plateforme comme Spotify, par exemple, en sachant que seulement 1% a capté 90% des écoutes globales selon la société d'analyse américaine Alpha Data Music. Et ce n'est pas tout. Il faudrait y arriver à cette plateforme. Et c'est une autre paire de manches. Il faut produire, marketer et distribuer. Alors en y voyant de plus près, c'est un véritable parcours du combattant, comme je le disais il y a quelques instants. Il est vrai que la crise du Covid-19 a dévoilé la situation réelle des professionnels du secteur musical, du musicien à l'ingénieur du son, en passant par le producteur. Quel débouché possible encore dans le monde musical? Fort heureusement, la passion fait que certains résistent et s'accrochent à leurs rêves. Et nos artistes se produisent dans les scènes internationales de renom. Leur fanbase dépasse les frontières du royaume et ces artistes participent de fait au rayonnement du Maroc et de sa culture plurimillénaire. Mais quid des labels marocains à l'ère hégémonique des géants internationaux? Comment attirer des investisseurs privés ou publics d'ailleurs qui puissent développer des projets et carrières au niveau national et international? Eh bien, nous en discutons ce soir avec les acteurs phares de cet écosystème de l'industrie musicale au Maroc. Tout d'abord, nous avons avec nous le vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM, Hicham Abkari. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et surtout de répondre à nos questions. Il y a un bon paquet ce soir. Et nous avons avec nous aussi le responsable du studio Hiba, Hamza Lioubi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de questions d'actu. Merci de votre invitation. Et nous allons bien sûr parler des actions de Studio Hiba ainsi que des acteurs aussi, des artistes que ce studio qui dépend de cette fondation accompagne. Nous avons également avec nous un artiste. Il est non seulement artiste mais il est aussi producteur. Il s'agit de Abdelrahman El-Hafed alias, plus connu sous Mr. Heidi. Bonsoir Mr. Heidi. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je rappelle et j'annonce pour ceux qui ne le savent pas encore que votre troisième et dernier album fait partie de la collection très chic de Boudabar. On va en parler en détail dans quelques instants. Et donc, c'est votre dernier album dans cet univers du Boudabar, et donc un artiste marocain dans cet univers très particulier. Alors, parlons de cet univers musical. Hicham Abkari, au Maroc, le diagnostic de la fédération a été sans appel. Il y a un peu moins d'un an, à la sortie de la Covid-19, le diagnostic a été sans appel. L'industrie musicale est à la traîne au Maroc. Peut-être un petit rappel sur ce diagnostic établi par la fédération que vous représentez ce soir. C'est une étude sur 4 filières, en fait, pas toutes les filières de l'industrie. Et effectivement, il y a eu un constat qualitatif, il faut le rappeler, de la part d'experts marocains, sur le fait que cette filière tarde vraiment à aller au bout de son potentiel, à cause notamment d'un déficit de textes, de lois, de textes d'application, qui ne permettent pas vraiment d'exploiter à fond ce potentiel-là. J'aimerais bien que vous nous donniez des exemples concrets de cela. Par exemple, un texte de loi qui existe, dont le décret n'est pas là, et qui handicape, qui freine cette industrie comme vous l'avez d'ailleurs soulevé. Je vous donne un exemple très simple. Oui. Lors du Covid, oui. Il y a eu un contrat programme avec le CVE concernant le comité de veille économique. Et donc, il y a eu des mesures qui étaient préconisées, qui sont sur le programme. Concernant les industries culturelles et créatives, il y a une mesure, numéro 11, concernant le streaming. Donc, l'idée, c'était vu qu'il n'y avait pas de concert, il n'y avait pas de rassemblement public,
les artistes peinaient à survivre. Donc, on a pensé à un achat d'abonnements au niveau des agrégateurs sur les plateformes de streaming. Ces plateformes de streaming diffuseraient des produits marocains, de musiciens marocains, et bien sûr, ces artistes-là pourront récupérer les royalties. Donc vous parlez de plateformes de streaming marocaines? Non, à l'international. À l'international. Les classiques, à savoir Spotify, Deezer, Apple Music et tout. Donc un contrat peut être passé au niveau des ce qu'on appelle les agrégateurs. Nous n'en avons pas ici, malheureusement. C'est des agences qui ont des contrats avec plusieurs plateformes de streaming, en Chine, en Australie, la totale. Ça peut atteindre 150 plateformes de streaming. Mais vu que les textes ne suivent pas, il a été impossible pour l'administration d'acheter l'abonnement et de le donner à l'artiste. Alors que l'argent est là, les moyens sont là, la volonté est là, la volonté politique est là. Donc l'argent est là, la volonté politique est là. Or, le texte est caduc. Les textes sont caducs. Et il y a plusieurs exemples de ce genre-là qui font que l'administration a les mains liées par des procédures administratives et que quelque part ça bug. C'est comme si on se tirait nous-mêmes des balles dans les pieds. Et ça, c'est pour vous donner un exemple concret c'est-à-dire de ce qui est anomalie dans l'approche, dans le potentiel qu'il y a, mais on n'arrive pas à l'exploiter parce que le juridique ne suit pas. Le juridique et l'administratif ne suivent pas. Oui. Et donc, il faut qu'il y ait une refonte de tous ces textes. Ce n'est pas juste un ou deux, parce que l'administration, c'est lié, c'est un système. Et donc, il faut une refonte pour que cette administration puisse être agile et qu'elle puisse s'adapter à tout nouveau. De quelle administration parlez-vous? L'administration en termes généraux, c'est-à-dire que je peux vous parler de l'administration, par exemple, des finances. C'est elle qui contrôle. Je peux parler de la Cour des comptes, ces gens-là qui vont acheter, donc dépenser de l'argent public et le donner, ils ont des comptes à rendre. Donc, il y a un canevas. Ce canevas de la Cour des comptes, c'est normal, il est comme ça. Or, il y a un changement dû à la Covid, un changement à l'international qui fait que ces textes doivent permettre une adaptation rapide à tout ce qui est changement. Exactement. On ne peut pas gérer des changements avec des textes qui ont plus de 20 ans d'existence. C'est impossible. Donc, d'où le fait que... D'autant plus que là, vous nous parlez de digital, c'est-à-dire vous parlez de streaming, et que le texte de loi remonte à il y a 20 ans, à la naissance, on va dire, du web. Il y a plusieurs cas. Par exemple, pour le DJing, vous avez la refonte en 2022 du décret des métiers artistiques qui les définit. Et donc, il y a deux tableaux essentiels, celui de l'auteur et celui de l'interprète. Donc, tous les métiers d'interprète, tous les métiers d'auteur. Et donc, ça impacte, en fait, lorsque vous vous enregistrez au niveau du bureau marocain en termes de gestion collective des droits, c'est soit vous êtes auteur, défini sur le tableau, ou bien vous êtes interprète. L'interprète, il a les droits voisins, l'auteur a les droits d'auteur. Or, il s'avère qu'au niveau du DJing, il y a des DJ compositeurs. C'est le cas pour vous, Mr. Haïdi. Oui, donc, ils sont auteurs. Voilà. Donc, or, sur le décret, le DJ est sur la colonne interprète. Donc, ce sont des détails très, très pointus. Mais ça impacte. C'est-à-dire que combien de DJ nous avons qui sont compositeurs et aussi des beatmakers aussi, et donc qui sont reconnus en tant qu'interprètes et pas en tant que compositeurs. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est des exemples précis, je ne suis pas dans les généralités. Mais ça, nous avons besoin justement pour vraiment dresser un diagnostic bien précis. Ça impacte, c'est-à-dire qu'il faut une refonte des textes. Il faut une refonte des textes pour que ce potentiel-là, on puisse en profiter. Et donc, vu qu'on n'en profite pas, il y a beaucoup de gens qui produisent au niveau de l'informel. Donc, surtout au niveau des showcases, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas rien. Même l'État perd de l'argent au niveau de la retenue à la source, en termes d'IR. Donc, il y a d'une part des talents
de la production, des consommateurs, on parle d'un terme économique, c'est-à-dire des spectateurs, mais de l'autre côté, nous avons des textes caducs qui n'arrivent plus à suivre. OK. Alors, qu'en est-il du reste des composants de cet écosystème, Hamza Lioubi? Écoutez, nous intervenons plus en amont, nous allons dire, de ce processus de création. Le studio Hiba fournit un espace de création, d'enregistrement, donc de production. C'est vrai qu'au niveau de la diffusion, c'est plus les espaces que gère la Fondation, c'est-à-dire le cinéma, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit c'est Abkhari. Le streaming, comme on l'a vu, a été salutaire, nous allons dire, pour les artistes durant cette période du Covid. Mais il ne faut pas oublier que nous devons diversifier les sources de revenus. Le streaming tout seul ne pourra pas faire de cette passion un métier en réalité. Oui. Alors, il est intéressant parce que, Mr. Heidi, vous êtes producteur aussi, producteur musical. Vous faites de l'autoproduction. Oui. C'est un choix? Au début, ce n'est pas un choix, en fait. Oui. C'est une obligation parce qu'il y a peu de... En fait, tous les albums que j'ai faits, le premier album, le deuxième album, c'est autoproduction parce que je n'ai pas trouvé des sponsors, des partenaires, des gens qui peuvent financer le projet. Combien ça coûte un projet comme cela pour financer un album de musique pour un DJ? Moi, mon deuxième album, vraiment, je me suis éclaté. Alors, j'ai fait une conférence de presse, les 4x3, une communication à l'américaine, voilà. Oui, c'est ce fameux génie, n'est-ce pas? Ce fameux génie de votre deuxième album, Roots, oui. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. En fait, c'est 2 ans de tournée, 2 ans de spectacle que j'ai économisé pour réaliser l'album. Et heureusement qu'il est sorti 2-3 jours avant Covid, avant la fermeture du Covid, alors le 12 mars. Mais bon, comme moi je suis un artiste de scène, en fait, tout ce qui est streamé, tout ça, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Il y a des artistes de scène, il y a des artistes de streaming. Et ce que je veux dire, c'est que votre fanbase vous suit aussi sur les plateformes de streaming. Oui, vous avez effectivement. Une fanbase conséquente, Mr. Heidi. Oui, effectivement, mais... C'est-à-dire que vous ne comptez pas financièrement sur le digital pour vivre. Effectivement. C'est plutôt la scène qui vous fait vivre. Effectivement. Très bien. Alors, en fait, ça dépend du style musical. Ah, d'accord. En fait, par exemple, le rap, le pop, ils sont plus, je vais dire, populaires. Par rapport à la musique électronique. La musique électronique, ça existe depuis longtemps, mais là, on voit 10 ans maintenant qui commence à bouger avec tous les festivals, tous les événements qu'on voit en place et tout. Alors ça va venir. Genre, mais côté streaming, pour nous, c'est pas du tout rentable. Alors, quand on dit que c'est pas rentable, est-ce qu'on a une idée sur combien ça rapporte pour un artiste, le fait d'avoir un morceau ou un album en streaming, sur les plateformes de streaming? Tu peux pas vivre avec, alors. C'est peanuts, c'est peu. C'est par vue C'est par vue, c'est par pays, par région. Okay. Je pense. C'est-à-dire quand vous êtes streamé au Maroc? Au Maroc, c'est moins cher qu'en Amérique, je pense que... Parce que la taille du marché n'est pas la même, j'imagine aussi. Ouais. Ok. Hicham Abkhari, alors, c'est marrant parce que vous aviez dit tout à l'heure que c'était une solution, justement, mais c'était que pendant la période Covid, en fait, finalement. En fait, c'était une solution. Ce n'était pas la solution. C'était une des solutions. Un espoir de récupérer un peu d'argent, mais pour nous, c'était surtout l'occasion que des artistes, par exemple, issus d'un autre milieu, ça, par exemple la musique arabe, le patrimoine, le Sud, découvrent ce débouché-là, qui est le streaming. Eux qui ont surtout l'habitude de faire de la performance, soit dans les gros événements, soit dans les mariages. Donc ces gens-là, on voulait leur offrir cette opportunité, à savoir par exemple comment faire une couverture. Par exemple, ils ont un morceau, il faut qu'ils fassent une couverture. Donc que ça soit de la HD, qu'ils mettent les paroles, les lyriques,
voilà, qu'ils apprennent à manager et à brander leur image. Donc c'était ça c'est le rôle de l'artiste de manager et brander son image. C'est pour ça que quand on parle des composantes de cet écosystème, il y a des gens qui sont spécialisés dans cela, il y a même des études qui se font pour manager des artistes, etc. Oui. Alors que, selon vos dires et l'expérience partagée avec nous par Mr. Heidi, on se retrouve avec multitâche, un artiste multitâche qui doit tout faire. Oui, parce qu'on est pragmatique. Déjà, l'artiste n'arrive pas à joindre les deux bouts. Oui. Comment va-t-il recruter un directeur ou un manager? Il ne peut pas. C'est-à-dire qu'en termes de volume d'argent qu'il engrange, il ne peut pas. Il n'a pas. Donc, il se doit de connaître un petit peu tous les corps de métier liés à son écosystème oui. et prendre le temps d'apprendre et de temps en temps se faire aider. Moyennant une petite rémunération pour quelqu'un qui va le prendre en photo avec un fond uni derrière, et puis voilà. Quitte à ce qu'il se professionnalise encore plus s'il commence à engranger. Donc il faut bien débuter quelque part, d'autant plus qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'informels aussi. Donc le fait même qu'on puisse leur montrer qu'il y a d'autres manières de faire le business et que celle-ci en est une parmi d'autres. Mais pour faire du business, il faut qu'il y ait un business model. Il faut qu'il y ait un business model. Bon, le business model, c'est un peu pompon comme terme, mais un business model, c'est quoi? On parle bien d'industrie culturelle et créative. Oui, on parle bien d'industrie. Donc, si on parle d'industrie, ça veut dire qu'on parle d'un business. Alors qu'on parle d'un business, on parle d'un business model. Oui. On parle le business, il est là. C'est le modèle qui manque. Vous m'avez bien eu là-dessus, si, chef. Oui, mais clairement. Donc, en fait, il n'y a pas de business model. Le business est là, mais il manque de modèle. Mais vous pouvez mettre le modèle que vous voulez. Tant que vous n'avez pas les textes de loi qui vont vous permettre de sauvegarder, par exemple, votre nom d'artiste. Les artistes, par exemple, pour déposer leur nom. C'est un dépôt, c'est une marque. Donc, il y a un processus. Il y a l'OMPIC, il faut déposer. Oui. Il y a la Bibliothèque nationale, oui. il faut déposer. Comme pour toute entreprise, par exemple, pour l'OMPIC. Je peux vous assurer que le business ici, il y en a beaucoup qui font du business, qui vivent très très bien, qui vivent à l'aise, mais qui n'ont pas de dépôt de nom. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est que la Bibliothèque nationale du Royaume. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le code ISNI, qui protègent leur nom à l'international pour qu'il n'y ait pas dire une forme de désambiguïsation par rapport au nom, pour qu'il n'y ait pas un doublon. Donc déjà, on est en train, et ça commence à s'installer au niveau surtout des jeunes, et même les moins jeunes, à comprendre qu'il y a la musique, leur création, le produit, et il y a la manière de le vendre, de le gérer. Et c'est un métier, s'il n'y arrive pas, il faut qu'ils se fassent aider. Il y a maintenant des jeunes qui commencent à prendre en charge 4-5 artistes, mais de manière informelle. Sinon, c'est juste une procuration qu'ils lui donnent pour qu'ils signent en leur nom si jamais il y a un contrat d'un spectacle. Donc, ils ne se déplacent pas eux, ils lui donnent juste par contrat une commission sur le travail qu'il va ramener. Donc, on en est là. C'est une pratique qui a lieu même à l'étranger. Oui. Mais là, c'est ça qui, pour eux, la meilleure option pour récupérer de l'argent immédiatement et ne pas attendre. Donc, et même à l'international, vu que la vente de disques et de CD, c'est plus ce que c'était avant. Hein. C'est sûr. Donc, la meilleure... On n'a plus de lecteur CD à la maison. Effectivement. Donc, c'est le spectacle, c'est le live. Même en voiture, absolument. C'est le live. C'est le show, c'est le spectacle vivant. C'est là où ils peuvent récupérer de l'argent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Mr. Heidi, l'artiste peut réussir sans une maison de disques? Moi, personnellement, j'ai ma maison de disques. Alors, donc, en fait, vous faites tout, vous, de toute façon. Plus ou moins, mais pour faire la distribution, pour ne pas avoir l'obstacle de deadline, tu veux sortir ton album le mois prochain, tu sors le mois prochain. Okay. C'est juste pour ça. Mais financièrement parlant, non. Pas possible.
C'est difficile. C'est difficile parce que, comme vient de dire Abqari, tu produis ton son, tu le masterises chez des studios. Moi, je travaille avec Studio Hiba. Alors, tu masterises et tout. Et après, il y a la partie la plus énorme, c'est comment tu peux le commercialiser. Tout ce qui est marketing, tout ce qui est visibilité, tout ce qui est communication. Ça, c'est un peu difficile. Sincèrement, on le fait d'une manière personnelle. On suit plus ou moins le modèle américain. Tu dois faire de la communication, un peu digital, un peu PR et tout, mais c'est difficile, quoi. C'est difficile. Et comment alors arriver à atteindre des scènes internationales? Parce que vous produisez aussi à l'international, Mr. Heidi. Comment vous faites? C'est ma musique, un peu de contact. Moi, je travaille personnellement avec Yassine, mon manager. Lui aussi, il a beaucoup d'expérience. Heureusement que je travaille avec lui parce qu'il me pousse, il a beaucoup de contacts, c'est un homme de métier. Alors du coup, avant, je n'étais pas comme ça, je travaille tout seul. Okay. Mais juste après le deuxième album, j'ai commencé à travailler avec Yassine. Alors, il y a de la prospection, il y a tes sons qui sont écoutés à l'international, des gens qui sont curieux, ils veulent seulement avoir l'artiste, le voir live, et voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'on vous retrouve dans des line-up de festivals internationaux aussi bien aux côtés d'artistes internationaux sur des festivals ici au Maroc. Alors, on parlait de business model. Est-ce que vous accompagnez n'importe quel artiste? Comment ça se passe? Écoutez, nous travaillons avec des maisons de disques et avec des gens qui sont relativement structurés. Donc, c'est des gens qui ont des structures qui les aident à absorber le coût de l'enregistrement. Si je n'ai pas de sponsor, ce n'est même pas la peine que je vienne frapper à votre porte. Non, si, il y a des programmes qui sont faits à cet effet. Okay. En revanche, la plupart des artistes, d'après ma connaissance, au Maroc, sont autoproducteurs. Donc, c'est des gens comme Heidi qui vont travailler, mettre de côté pour pouvoir financer un projet. Nous, on les aide, c'est effectivement compliqué. Parce qu'autrement, l'alternative, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable d'absorber ce coût-là et de supporter le risque. Un label ou une maison de disques qui pourrait aider. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Il y en a combien au Maroc de labels, justement? Il y en a certains. Parce que je n'ai pas trouvé de chiffre officiel. En fait, tout simplement parce que label, c'est juste un nom. Et que... C'est censé être cela. Oui, juste un nom. Il n'y a pas un statut. Ouais, voilà, pas un avec statut un peu de label. plus de structure. Ce n'est pas un statut, un label, c'est une société qui va te dire une SARL ou une SA. SA. Voilà, c'est tout. Donc, un label musical, ça n'existe pas. C'est juste pour dire nous avons un label. Mais juridiquement, ça n'existe pas. On revient encore au cadre Voilà, c'est légal. le cadre légal. Et donc, de ce fait, vous êtes une société comme une autre, donc, qui se spécialise soit dans la production de titres musicaux, soit que vous pouvez pousser un petit peu, choisir un genre musical, donc vous vous spécialisez dedans. À ce moment-là, vous pouvez vendre vos artistes à l'international avec une certaine coloration en termes de son. Ouais. Mais sinon... de toute façon, il y a des labels internationaux qui sont au Maroc. Oui. Et les là, labels, ils s'en donnent à cœur joie, ils ramassent quand même des artistes marocains et ils les prennent dans leur team. Ils les signent pour les faire figurer dans leur catalogue. Voilà. Exactement. Je vous laisse peut-être finir par rapport au mode de fonctionnement. Et en ce qui concerne, par exemple, quand vous dites que cet artiste doit être backupé financièrement, là, on parle de combien de budget, justement, pour enregistrer un album? Je vais répondre à cette question, mais juste avant, je voulais vous parler d'un projet, parce que vous parliez vous disiez si vous n'avez pas de structure derrière vous. Alors, il y a des projets qui sont prévus à cet effet pour les jeunes artistes, dont le programme Hibarek, qui permet de produire une compilation in-house de la Fondation Hiba chaque année, dans 4 styles musicaux différents. Et pour chaque style musical, nous enregistrons gratuitement 3 artistes, 6 pour le rap.
Il y a l'enregistrement, il y a aussi une certaine formation. Il y a eu des jeunes parce que ça date pas d'hier. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a eu des jeunes qui ont été accompagnés par la Fondation de manière beaucoup plus globale, qui ont percé, dont on entend parler aujourd'hui sur la scène nationale? Quelques noms. Bah, écoutez, vous avez Malak Mansour, vous avez, je pense, alors il y a des rappeurs, bon, bah, j'ai oublié le nom évidemment, mais qui arrivent à percer aujourd'hui. Okay. Vous avez Baraton Lane qui est aujourd'hui très connu dans le rock. Et puis dans le métal aussi. Donc il y en a qui arrivent, mais c'est un tout petit coup de pouce, humble à notre niveau, mais qui peut faire toute la différence. Donc il y a effectivement cet enregistrement, mais il y a aussi un press kit et un certain nombre et une petite subvention pour leur clip, parce que le clip aujourd'hui c'est très important pour les artistes contemporains. Donc ça c'est un coup de pouce, mais bon, l'artiste doit effectivement travailler à son niveau. Alors, et pour le reste, donc je reviens à ma question, combien ça coûte? Je suis très curieuse. Hein, parce que, encore une fois, en faisant mes recherches, préparant mon émission, je n'ai pas vraiment trouvé de chiffres et de données exactes. Ça varie énormément selon le style de musique. Quand vous parlez, oui, ça varie, parce que si on parle de rap, c'est souvent assisté par ordinateur. Donc il y a une captation de voix et après on a un beat. Il y a plus de travail sur un morceau de rap que sur un morceau de rock. Je dirais qu'il y a plus de travail sur un morceau de rock que sur un morceau de rap et que le matériel pour traiter du son pour un groupe de rock et le faire sonner correctement est peut-être plus coûteux. Donc ça varie énormément selon le type de musique. Une fourchette. Une fourchette, je dirais ça commencerait à 30 000 dirhams grosso modo. Et ça finirait à peut-être 200 000 ou même beaucoup plus, dépendamment du résultat que cherche l'artiste. Par titre? Non, par album. Pas pour le projet, pour l'album. Pour le projet entièrement. Très bien. C'est vraiment des chiffres non officiels. Alors, quand ils produisent c'est quand même un investissement colossal. Et quand on compare cela à la taille du marché, on se retrouve quand même avec une grande différence. C'est-à-dire, est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de mettre 200 000 dirhams pour un album, pour un marché aussi exigu que celui du Maroc? Est-ce que les artistes marocains ont aussi toujours cette idée derrière la tête d'exporter leur art à l'international? Certains ont cette idée effectivement, et c'est le débouché qu'ils visent. D'autres débouchés, c'est Abkhari parlait tout à l'heure de scène. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui au Maroc. Et je ne suis pas d'accord pour dire que le marché est exigu. C'est vrai en termes de streaming, il faut atteindre un certain volume pour commencer à se rémunérer. Mais les Marocains sont historiquement consommateurs de musique et il y a différentes manières de monétiser. Je pense que le live est la plus importante. Et oui, donc après, pour répondre à votre question, je pense que c'est un calcul à faire. Et malheureusement, la plupart des artistes n'ont pas ce type de moyens et donc parfois font des concessions au niveau de la qualité, ce qui est un peu dommage. Quels sont les styles musicaux qui cartonnent, messieurs, aujourd'hui? Hicham Abkhari, cela vous fait sourire. Vous connaissez bien la culture underground. Vous êtes vice-président de la Fédération des industries créatives et culturelles. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des styles musicaux qui se distinguent par rapport à d'autres? Bien sûr, la musique électronique, on n'en parle pas. Ça, c'est sûr. Qui cartonne où? Le marché, qui cartonne où? Au Maroc. Au Maroc, qui cartonne, est-ce qu'il y a en termes de consommation ou bien en termes de retombées financières? Très bonne question. Ouais, parce que ceux qui cartonnent sans qu'il y ait nécessairement des retombées financières, bien sûr, c'est le rap et c'est le trap, c'est le drill, c'est tout ça. Bien sûr, les DJ, c'est-à-dire le mixing aussi. Et ça, même dans cet univers-là, il y a aussi plusieurs différentes catégories. Et en plus, il y a ceux qui sont adeptes de la old school, ceux qui sont... Mais là, on cible très bien des jeunes. Pas nécessairement... par exemple, on peut trouver des catégories socio-professionnelles de 40 ans et plus qui peuvent écouter du mixing sur la old school, c'est-à-dire que sur des sonorités funk ou soul, musique ou jazz. Mais il y a des genres musicaux qui cartonnent avec les retombées financières au niveau du spectacle live. C'est la musique du patrimoine marocain, à savoir l'Ela cartonne, Tarab Andalousi cartonne, Chabi cartonne. C'est-à-dire que les gens, ils payent leurs tickets sur les plateformes numériques. Okay. Autrement dit, ça c'est un fait.
Issawa aussi, les grands noms de Issawa. Puisque vous en parlez, je vais vous interrompre, mais vraiment, on va vous interrompre pour la bonne cause. C'est pour écouter un morceau, parce que vous avez parlé de notre patrimoine, et ce qui fait vraiment l'identité de Heidi, donc de Mr. Heidi, c'est ces touches marocaines, c'est ces touches du patrimoine marocain. Je vous propose d'écouter donc ce morceau de son dernier album, 3e album dans la collection Boudabar. Le morceau est avec un autre artiste marocain qui s'exporte aussi, Medina Soli. Le morceau s'intitule Bosso. On va l'écouter sur le plateau. Bosso, 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 bossier. Bosso, 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 bossier. Bosso con ولي بوسو كنتلي يا ولاد الغابة كلكم حطبة دنيا الغرارة غرارة بيا سيادي الصوايا والصوايا يا بوسي بوسو سيدي يا بوسي يا بابا بوسو صلاة. Ce n'est que le début du morceau, mais en tout cas, il donne déjà envie d'écouter le reste. Mr. Heidi, je ne vais pas vous poser la question pourquoi Gnawa, mais c'est un style musical aujourd'hui qui épouse de plus en plus la musique électronique. Pourquoi? Vous avez été précurseur avec Salah Nabina sur l'introduction de la Tagnawit dans la musique électronique, mais quand vous jouez ce morceau à l'étranger, comment réagit le public? Comment réagissent les gens devant vous? Parce que là, vous avez un contact direct pour le coup, pour jauger la réussite d'un morceau. Non, déjà pour les sonorités, c'est un peu bizarre pour eux parce que c'est des sonorités qui sont pas habitués à écouter ce genre de sonorités. Chanter en arabe ou bien chanter en amazigh ou bien chanter non pas en français, en anglais, c'est différent aussi. C'est vraiment, tu vois, les gens ils sont comme ça, même s'ils ne comprennent pas, ils sont en train de chanter, genre par exemple Salat ala Nabina, les gens ils chantent Salat ala Nabina même s'ils ne comprennent pas les paroles et ça touche. Oui. Parce que on a des instruments spirituels. Oui. Il y a du mysticisme dans Effectivement. Dans la chose. Le aussi. rythme aussi. Oui. Alors tout se mélange avec. Et le public marocain, du coup, non, il est conquis. Hein. On parle même pas. Alors, outre cette sonorité ou ces sonorités gnawa, quels sont les autres styles avec lesquels vous aimez mélanger cette musique électronique? Parce que là, vraiment, le mix est très intéressant, parce que là, on parle de musique très ancestrale. La Tagnawit a des siècles d'existence. Vous avez d'autres musiques aussi que vous mixez avec ces musiques électroniques qui sont produites, encore une fois, rappelons-le, par des ordinateurs? Oui, effectivement. Mais moi, je ne produis pas juste avec l'ordinateur. J'enregistre les sons, j'enregistre les artistes, j'enregistre les instruments. Par exemple, j'ai un morceau avec Aziz Ouzouz, c'est avec Ribab, Taloutart, et c'est... Je n'arrive pas à expliquer, c'est vraiment un voyage, avec une touche amazigh, avec l'outar de Rouisha, avec les rythmes de Issawa, avec le gheta, avec plusieurs instruments. Alors, ce n'est pas juste Gnawa, mais c'est tout le patrimoine marocain. Exact. Et vous vous sentez vraiment, en fait, en expliquant cela, on vous voit comme un vrai ambassadeur du patrimoine. Moi, c'est mon objectif et c'est mon rêve. Ce n'est pas de jouer dans des scènes énormes ou bien des festivals, c'est de rendre notre patrimoine et les instruments et le chant et le rythme accessibles au monde entier. Inch'Allah, on vous le souhaite. Mais vous êtes déjà sur la bonne voie. Merci. Alors, il y a un autre problème, si Hicham Abkari. En fait, après cette réunion qui a eu lieu, et donc le constat que vous avez fait sur l'industrie musicale, sur cette étude de terrain de la fédération,
Et ouais, qu'est-ce qui a suivi? On continue. Il y a la convention signée avec le ministère de la Culture. Oui. On est sur des projets structurants, notamment la prise de conscience par le pouvoir public. D'ailleurs, ça a été annoncé dans des rencontres. La prise de conscience qu'il faut un statut spécifique à l'entreprise culturelle. Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà un statut spécifique pour les gens qui vont travailler dans cette entreprise culturelle? Je parle des métiers, des métiers de la musique, de la formation jusqu'à la professionnalisation. Donc vous travaillez où? Il vous faut une entreprise qui est identifiée. Donc il nous faut un statut spécifique de cette entreprise. Ce n'est pas une SA, ce n'est pas une SARL. Voilà, ça peut être une SARL, mais avec un identifiant spécifique. Par exemple, si on crée un... Vous êtes une entreprise culturelle, donc sur vos fiches, vous avez ICC. ICE, ICC, identifiant commun de l'entreprise, ICC par exemple. Là, vous êtes reconnu, vous avez un statut avec une batterie de mesures. Fiscales, bien sûr, mais également en termes de code du travail. Les gens qui travaillent dans ce milieu ne touchent pas leur salaire à la fin du mois. Bon, pour ceux qui sont... non, mais ces gens-là, il y a en France de l'intermittence du spectacle. Il y a aussi le fait que c'est un travail atypique. Ça peut être rapproché de celui des saisonniers qui ne travaillent qu'à une certaine saison, mais pas tous. Donc il y a un statut particulier à ce métier qui fait qu'il faut qu'il y ait de l'autre côté une législation, des textes qui suivent. Sinon, ces gens-là vont continuer à travailler, comme l'a dit si bien Mr. Heidi, et avec les moyens du bord, ils ne ressentent même pas cette reconnaissance. Parce que qu'est-ce qu'une reconnaissance? C'est le texte. Il faut que vous soyez reconnu. Il y a un texte, il y a la carte d'artiste qui est délivrée. Oui. Ça, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait en plus un cadre global où puissent s'implémenter tous ces travailleurs de la culture. Ils travaillent où maintenant, à part les festivals, justement? Qui ça? Ces travailleurs de la culture musicale, est-ce qu'on en a qui soient spécialisés, si Hicham? C'est pas parce qu'un ingénieur du son, il est ingénieur du son, il peut travailler dans le cinéma, il doit travailler dans la pub, il doit travailler dans l'événementiel, il doit travailler en boîte de nuit, que sais-je, pour qu'il puisse boucler ses fins de mois. Après cette étude, donc qu'est-ce qu'il y a eu des réunions, par exemple avec les gens de l'OFPPT. Oui. Ils ont été réactifs. Ce n'est pas juste des études qui sont comme sur les rayonnages. Non. Et ils vont créer une filière, Bac+2, en termes de techniciens, sur les filières son et lumière. Parce qu'un ingénieur de son, studio, ce n'est pas celui qui va faire un festival outdoor. C'est totalement différent. Un éclairagiste scénique de théâtre, ça n'a rien à voir avec un éclairagiste. Est-ce qu'il y a la demande pour former ces gens-là? Il y a la demande à tel point que lors de la saison des festivals, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Du coup, on ramène des gens de l'étranger. Voilà. Et vous avez l'occasion de les voir. Oui. C'est parce que c'est la période où il fait chaud un petit peu, donc on peut se permettre de mettre une scène à l'extérieur. Mais tout le monde organise ces scènes-là sur le territoire national. Il y a un manque. Donc, soit vous débauchez, soit vous ramenez des gens de l'extérieur. Donc, ces gens-là, ils travaillent. Ils travaillent. Les artistes travaillent aussi. Il y a une demande sur certains genres musicaux. Il faut le dire quand même. Vous avez tout à l'heure demandé des précisions. C'est l'occasion, bien sûr, pour répondre un petit peu à certains questionnements sur ces gens qui récupèrent de l'argent au niveau du streaming. En sachant que la moitié des recherches vidéo au Maroc vont pour rechercher de la musique. C'est-à-dire pour aller, quand on va sur YouTube, c'est pas pour regarder un documentaire. Enfin, la moitié du temps, c'est pour écouter un morceau. Exactement, parce qu'on peut écouter de la musique en faisant autre chose. Voilà, c'est pas comme pour le il faut le voir. Voilà, c'est ça. Et donc, le fait que des gens puissent avoir cette idée que vraiment le streaming, c'est la panacée, il n'en est rien. Parce que d'une part, le streaming sur plateforme dédiée,
ils ne sont pas très transparents là-dessus, en termes d'algorithme de rémunération. Donc, ils ne donnent pas leurs chiffres. C'est vrai. Et ça, ce n'est pas que pour le Maroc. Hein. Non, c'est à l'international. Voilà, c'est à l'international. Sur les plateformes qui ne sont pas spécifiquement dédiées à la musique, parce que vous prenez par exemple YouTube, comme vous dites, c'est de la musique, c'est des émissions, c'est des films, c'est un peu n'importe quoi. Bon, à dire n'importe quoi au sens général du terme. Il y a tout et n'importe quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Pour préciser. Et comment c'est calculé? Là, vous avez une idée. Je vais vous dire que ça, une étude peut se faire là-dessus pour voir une transformation de la musique à cause de ce streaming-là sur ces sites-là. En termes d'IP, l'IP du pays, par exemple, sur le calcul se fait sur 1000 vues, vous êtes rémunéré sur la base de l'unité 1000 vues. Or, ce 1000 vues, je parle comme ça, 1000 vues au Maroc, IP Maroc, vous aurez à peu près 600 dirhams, 6 dirhams. 6 dirhams, ce que ça rapporte. Voilà, sur 1000 vues. Mais si vous avez des IP au niveau des pays du Golfe, ou bien américaines, là, ça grimpe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des enchères de la pub. Donc, le citoyen de ces pays-là a un fort pouvoir d'achat. Donc, l'IP suit. Et donc, automatiquement, les rémunérations suivent. Qu'est-ce qu'on a comme résultat de cet aspect-là? C'est qu'on a commencé à voir certains artistes, par exemple du Chebi, qui ont commencé à créer des sonorités religieuses. Et aussi sur la pop. Je ne vais pas dire leur nom, les auditeurs vont se reconnaître. Hein, Donc vous écoutez des sonorités auparavant, il y avait ces sonorités-là, à un certain moment, ils ont tout changé pour avoir des sonorités khaliji. Donc khaliji, c'est automatiquement des vues au niveau du khalij, c'est automatiquement des rémunérations plus hautes. C'est mathématique. Et qu'est-ce qui va se casser la tête à faire du rock'n'roll ou là? Du rock'n'roll, vous imaginez. Ou même à garder ces sonorités bien de chez nous, marocaines. C'est du rock'n'roll bien marocain, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, parce qu'à un moment, il s'adapte en fait. Ça peut être mixé. Ça peut être mixé, parce que quand même, en termes des paroles et tout, ça va. Donc c'est pour ça qu'il y a certains artistes marocains qui ont réussi à percer là-bas avec des paroles marocaines. Vous parlez de conserver la diversité musicale. C'est vrai que pour certains genres musicaux comme le rock, même le métal, est-ce que vous pouvez concurrencer les Américains ou bien les Anglo-Saxons là-dessus? Donc quelque part, il faut vraiment que l'artiste puisse se positionner avec un genre spécifique pour qu'il puisse se trouver sa petite place. Et c'est très difficile. Donc c'était juste pour répondre à la question du streaming et de la rémunération, parce que vous n'avez pas pu trouver des informations là-dessus. En fait, ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas se leurrer sur ce que disent tel ou tel artiste, mais la rémunération sur par exemple les Spotify et Deezer est très très minime et ils ne sont pas très transparents là-dessus. Donc vous ne pouvez pas vraiment savoir. Vous recevez de l'argent, mais sur la base de quoi? C'est pas évident. C'est pas évident de le savoir. Vous acquiesciez, Hamza Lioubé, sur cette question. Je vais aussi vous poser la question de la langue qui est utilisée dans les enregistrements. La darija reste-t-elle la langue principale des enregistrements musicaux au Maroc? Je dirais oui. Bien. Je dirais oui, parce que je suis d'accord avec Saad Qari, c'est le rap qui fonctionne le mieux, la variété, et puis tout ce qui touche de près ou de loin au patrimoine musical marocain. Et ces trois styles, on va dire, sont principalement darijophone, amazirophone, et voire un peu d'arabe classique. Je dirais oui, et j'irai même plus loin, je dirais que le rap aujourd'hui modèle et définit notre nouvelle darija. Ça a vraiment une importance culturelle sur la jeunesse marocaine. En témoigne le dernier tube de Dizzy Dross qui est écouté il n'y a qu'à voir. Enfin, moi, j'ai vu un peu les commentaires sur la vidéo YouTube qui a été vue des millions de fois, avec des nationalités très différentes, d'ailleurs du Moyen-Orient aussi.
Donc c'est une langue aussi qui est comprise pour toute la région. Il faut qu'on Bah, arrête d'avoir honte de notre Darija. Visiblement, alors oui, non, il ne faut pas qu'on ait honte de notre Darija. C'est juste parce qu'on parlait des sonorités khalijées, je suis restée là-dessus. Écoutez, c'est globaliste, on vit dans un monde globalisé, c'est tout à fait normal qu'on cherche les débouchés disponibles. Si le marché est plus, fructueux dans le Khalig, c'est normal que les artistes se dirigent vers là. Moi, en revanche, Visa for Music est je pense que c'est un bon baromètre par rapport au genre aussi qui se distingue et qui se différencie dans cette région Middle East et aussi Afrique. Tout à fait. Et puis Visa for Music a cette particularité de vraiment lier l'Afrique. C'est un festival, rappelons-le. C'est un festival, un marché de la musique, des rencontres professionnelles et beaucoup d'autres choses. Énormément de showcases. Et ils ont cette qualité de garder cette diversité musicale. C'est-à-dire que vous allez voir effectivement beaucoup plus de rap, beaucoup plus de shaybi à Visa for Music, mais vous allez aussi voir énormément de fusion, vous allez voir du rock, vous allez voir des choses plus expérimentales. Il y a eu du fado cette année, du jazz. Oui, donc ils tiennent à leur diversité et je trouve que c'est génial. Je voulais juste ajouter que c'est effectivement dommage que des styles musicaux soient en déperdition, notamment le rock ou le métal ou d'autres styles, juste parce qu'ils sont coûteux ou parce que le public cherche autre chose. Ce sont, au même titre que la musique ancestrale marocaine, des richesses culturelles marocaines qu'il faut essayer d'une manière ou d'une autre de protéger ou de maintenir. Et les festivals, c'est leur rôle aussi un peu. Absolument. C'est la saison des festivals bientôt. Oui. Comment elle s'annonce? Ça vous fait sourire, Hicham Abkari? Après la pluie vient le beau temps. Ah bah donc oui. Voilà, le beau temps. On avait besoin de pluie, alhamdoulilah, voilà. Nous l'avons eu. Voilà. Et effectivement, nous allons avoir, alhamdoulilah, des festivals. Oui, voilà. Le festival cette année. Bon, pas de Mawazine cette année. Ça reprend en 2024. 2024. Absolument. Mais il n'y a pas que Mawazine, il y a d'autres festivals qui sont annoncés cette année. Voilà, oui, de musique. Voilà, de musique. Hein. Je n'ai pas le calendrier en tête, mais il y en a plusieurs. J'ai vu le Boulevard, j'ai vu annoncer Visa for Music, j'en ai vu passer. Et bien sûr, tant de jazz également. Oui. Voilà. Alors, au-delà des festivals, pourquoi on n'a pas on commence à vraiment avoir la culture des festivals, en témoigne ces foules sur le Jazz à Blanca l'année dernière, le temps jazz depuis quelques années. En tout cas, les gens veulent sortir, et surtout avant la Covid-19, pour aller au festival. Mais les concerts, un peu moins, quoi. Pourquoi on n'en voit pas autant? C'est un festival sans concert, quoi. Non, je veux dire un concert d'un artiste sans festival, sans le cadre du festival, voilà. À l'extérieur. À l'extérieur ou en à salle. l'intérieur, bon, dans les salles, il y a des concerts. Oui. Il y a durant toute l'année. Donc c'est ça l'avantage des salles, c'est couvert. Donc même s'il pleut, l'artiste. Non, ce que je veux dire, c'est l'été. Mais pourquoi on n'a pas des concerts aussi hors festival? Pourquoi? Parce qu'en termes de coût. C'est-à-dire que pour avoir une grande scène, ça coûte. Donc pour avoir le sponsor doit quand même récupérer en termes de brand, c'est-à-dire de visibilité. Donc pour lui, c'est plus avantageux d'aller vers des gens qui vont avoir sur 3-4 jours. Donc ça coûte moins cher d'avoir une scène sur 4 jours que de l'avoir sur un seul jour. Pour amortir tout le matériel. Donc il faut amortir tout l'investissement en termes de communication, en termes de gens qui vont travailler. Donc ils sont payés au forfait. Donc vous les avez sur contrat sur 5-6 jours, ça dépend de l'installation, des installations, même en termes de sécurité aussi. Il ne faut pas oublier que... On ne pense pas très grand, on peut penser même de petits concerts. On n'est pas obligé de voir grand, on peut voir petit aussi. On a annoncé l'ouverture de plusieurs salles. Pourquoi aussi? Il faut bien remplir ces salles et donner la chance à la jeunesse artistique pour se produire devant un public, aussi petit soit-il, 100, 200 personnes. Vous savez, il y a un souci à ce sujet-là, c'est que la perception même des décideurs, lorsqu'ils veulent bâtir ces espaces-là, ils ont tout le temps cette perception de la musique, et notamment de la culture, assise. Vous êtes assis dans votre fauteuil et vous applaudissez comme ça. Or, il s'avère que, et la preuve, c'est les festivals, c'est que les gens qui veulent sortir, qui veulent regarder, qui sont prêts à payer, ont besoin de bouger. Oui.
Ils ont besoin de... Or, les configurations des salles existantes, c'est qu'il y a des sièges. Vous ne pouvez pas danser. Et même si vous dansez, il va y avoir des sièges qui vont casser. On va dire, ah voilà, c'est des sauvages, ils ont cassé. Or, ils ne viennent pas pour casser. Ils viennent pour danser, mais la configuration n'est pas adaptée. Il faut une adaptation aussi du lieu. D'où le souci d'organiser ce genre de festival. Vous savez que nous n'avons pas au Maroc une seule salle de concert dédiée. Oui. Une seule salle. Nous avons des salles polyvalentes. Il met des conférences, des pièces de théâtre, de la musique de chambre, orchestre, mais pas de musique de concert. On peut avoir des stades, on a des stades. On a des stades acoustiquement, ce n'est pas adapté. Vous avez déjà travaillé sur un stade ou bien des salles couvertes? Je ne travaille pas dans c'est un hors d'aéroport. En termes d'acoustique, ce n'est pas ça. Il faut quand même une salle de concert. Nous avons des espaces, des friches industrielles, mais on attend qu'il y ait une prise de conscience qui fait qu'il y a d'une part des artistes talentueux et il y a de l'autre côté des citoyens qui ont besoin d'écouter. Au milieu, nous avons des textes caducs, nous avons une perception qui doit être mise à jour. Très bien, et ça dépend de plusieurs acteurs, mais vous faites bien de le souligner. En tout cas, votre message est clair aujourd'hui. Il faut revoir le cadre légal et juridique pour qu'on puisse faire aussi de cette industrie musicale un levier de développement, mais pas que, aussi créatrice de richesse et d'emplois. On a beaucoup de jeunes qui cherchent des emplois dans notre pays. Avec notamment les éméreux. Il faut qu'on conserve ce lien avec les générations, la 3e, 4e, 5e génération. Cette musique-là, c'est le lien qu'ils ont, ces petits jeunes qui vivent en France partout, ou en Belgique. Ils se retrouvent dans cette musique, ils se disent, ça c'est la nôtre, c'est vraiment nous. Oui. Merci beaucoup, Hicham Abkari. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération industrielle, culturelle et créative de la CGM. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, Hamza Lioubi. Et je rappelle, donc, Visa for Music, c'est pour novembre. C'est pour novembre, tout à fait. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Entre-temps, une longue programmation au Cinéma Renaissance et beaucoup de bonnes choses au Studio Hiba également. Très bien, il suffit d'aller sur votre site, il y a toute information complémentaire pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, merci aussi à Mr. Heidi, DJ et producteur. Et je rappelle donc la sortie de votre 3e album dans The Universe of Bouddha Bar. On va écouter un petit extrait pour se quitter en beau rythme bien marocain. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. يا البوسي ويا يا البوسي بابا بوسو صلى لك بوسو 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 بوسي